L'histoire de la Mongolie n'est pas seulement l'histoire d'un pays lointain, c'est l'histoire de la liberté, de la résistance et de la lutte pour ne pas être oublié. Vous êtes-vous déjà senti petite au monde? Comme si votre voix ne comptait pas, comme si vous n'étiez qu'un grain de poussière parmi les géants. La même chose est arrivée à la Mongolie, un peuple entouré d'empires, trahi, dominé, oublié pendant des siècles. Mais malgré tout, il n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, je vous invite à apprendre une histoire qui nous enseigne quelque chose de fondamental. Peu importe combien de fois vous êtes renversé, ce qui compte, c'est combien de fois vous vous relevez. Parce que la Mongolie, contre toute attente, s'est soulevée. Et dans cette vidéo, vous découvrirez comment il l'a fait. Avant de commencer cette histoire incroyable, je voudrais vous demander quelque chose de très simple, mais très important. Si vous aimez les vidéos qui éduquent, inspirent et vous connectent à l'histoire du monde, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Et laissez-moi un commentaire ci-dessous avec cette phrase. Je ne laisserai jamais mon histoire être oubliée. Ce faisant, vous ne soutenez pas seulement ce contenu, vous aidez davantage de personnes à trouver cette vidéo et à découvrir l'incroyable histoire de la Mongolie, un pays qui nous apprend à ne jamais abandonner. Prêt? Alors, commençons ce voyage. N1. Une terre forgée par le vent et la steppe. Imaginez un instant un endroit où l'horizon semble infini, où le ciel est si vaste qu'il se confond avec la terre et où les vents soufflent avec force, comme pour révéler d'anciens secrets. C'est la Mongolie. Bien avant l'existence d'un empire, avant même la naissance de Gengis Khan, cette terre avait déjà son âme forgée par la nature. Pendant des millénaires, la Mongolie a abrité des tribus nomades vivant en étroite relation avec la terre. Il n'y avait ni ville ni royaume puissant, seulement de vastes steppes, des montagnes imposantes et des déserts silencieux comme le légendaire Gobi. Ici, les gens ont appris à vivre en se déplaçant. Ils suivaient les troupeaux, campaient à la belle étoile et dépendaient de leurs chevaux non seulement pour se déplacer, mais aussi pour survivre. La vie dans la steppe n'était pas facile. Le temps pouvait changer en quelques heures. Le soleil pouvait être brûlant le jour et la neige tomber de manière inattendue la nuit. Mais ces conditions difficiles ont forgé un peuple fort, résilient et libre. Dès leur plus jeune âge, les Mongols ont appris que l'adaptabilité était leur meilleure arme. Les enfants montaient à cheval avant de savoir marcher correctement. Les hommes chassaient, faisaient la guerre et gardaient leurs troupeaux. Les femmes géraient les campements et élevaient des enfants, tous unis par une culture centrée sur la famille, la nature et le respect des ancêtres. Mais la Mongolie n'était pas un désert sans histoire. Des milliers de civilisations et de cultures ont traversé son territoire. Des vestiges humains remontent au Paléolithique. Et, au fil du temps, des figures et des peuples allaient apparaître et changer le cours de toute l'Asie. Ce territoire vaste et silencieux, apparemment oublié, était destiné à devenir le centre du plus grand empire terrestre que le monde ait jamais connu. Ainsi, tandis que les vents soufflaient et que les troupeaux paissaient paisiblement, à l'ombre des montagnes et dans l'immensité de la steppe, les premières structures politiques primitives commencèrent à se former. Car bien qu'il n'y ait pas encore de Khan, l'esprit mongol existait déjà, libre, indomptable et profondément attaché à sa terre. C'est le début d'une histoire épique. Et dans le prochain chapitre, nous verrons qui furent les premiers à tenter d'unifier ce monde sauvage. Les peuples anciens comme les Xiongnu, les Rourans et les Turcs des steppes. Et d'eux, les tribus qui ont précédé l'Empire, les Xiongnu, les Rourans et les Turcs. Après des siècles de vie nomade, la Mongolie a vu l'émergence de puissantes confédérations tribales. Bien avant Gengis Khan, d'autres grandes figures ont osé rêver d'unifier les clans dispersés. Ce sont eux, les Xiongnu, les Rourans et les Turcs des steppes, qui ont été les premiers à allumer l'étincelle de ce qui allait devenir un empire colossal. Tout commence avec les Xiongnu, au IIIe siècle AVPJJC. Pour les Chinois de la dynastie Han, ils étaient un ennemi redouté. On les décrivait comme des guerriers rapides, presque fantomatiques, qui attaquaient avec férocité et disparaissaient dans la steppe comme le vent. Sous le commandement de leur chef légendaire Modou Shanyu,
Les Xiongnu créèrent une puissante structure étatique, unifiant les tribus de la Mandchourie à l'Asie centrale. Leur influence était telle qu'ils forcèrent les Chinois à construire et à étendre la Grande Muraille comme barrière défensive. Mais comme tout dans la steppe, rien n'était éternel. Au fil du temps, les Xiongnu perdirent de leur force et furent remplacés par une nouvelle confédération, les Rourans. Ils apparurent au IVe siècle après J.C. et dominèrent la Mongolie pendant plus d'un siècle. On pense qu'ils furent les premiers à utiliser le titre de Khan pour désigner leur chef suprême, une tradition qui allait profondément façonner l'identité mongole. Puis vinrent les Gökturks, ou Turcs des steppes, au milieu du VIe siècle. Ce fut une période cruciale. Non seulement ils dominèrent la Mongolie, mais ils fondèrent également le premier khanat turc, qui s'étendait de la Chine à la mer Caspienne. Ils introduisirent des systèmes d'écriture runique et commencèrent à établir des routes commerciales plus stables. Contrairement à leurs prédécesseurs, les Turcs laissèrent derrière eux un héritage culturel tangible, inscriptions, tombes et structures que l'on peut encore aujourd'hui découvrir enfouies sous le sol mongol. Ces civilisations ne se contentaient pas de faire la guerre. Elles forgeaient également des alliances, commerçaient avec la Chine impériale et propageaient leurs croyances spirituelles, comme le tangrisme, une religion qui vénérait le ciel éternel, très important pour les peuples de la steppe. Bien qu'aucun de ces peuples ne soit parvenu à former un empire aussi durable que celui qui allait suivre, tous ont posé les bases. Ils ont montré que l'unification était possible, que du néant apparent des steppes pouvait émerger une puissance capable de défier les anciens empires. Ainsi, siècle après siècle, la Mongolie devint le théâtre de guerres tribales, d'alliances éphémères et de rêves de conquête. Jusqu'à ce que, au cœur de ce monde de chaos et d'ambition, naisse un garçon nommé Temujin. Et ce sera le prochain chapitre de cette épopée. 3. L'ère pré-Gengis Khan, division et conflit. Après la splendeur des Xiongnu, des Rourans et des Gökturks, la Mongolie entra dans une période de fragmentation. C'était comme si la grandeur du passé s'était dissoute dans la poussière des steppes. À partir du IXe siècle, la région fut à nouveau dominée par des tribus indépendantes, chacune dotée de son propre chef, de ses propres lois et surtout de sa méfiance les unes envers les autres. Imaginez un échiquier sans règles, où chaque pièce se déplace indépendamment et où chacun se méfie de l'autre. C'était la Mongolie au XIIe siècle, une terre d'alliances fragiles et de trahisons constantes. Les principales tribus étaient les Tatars, les Merkites, les Naïmans, les Kéraïtes et les Mongols eux-mêmes, qui à cette époque ne formaient pas une nation unique, mais un ensemble dispersé de clans aux langues, coutumes et chefs distincts. Chaque tribu se battait pour le contrôle des meilleurs pâturages, des plus grands troupeaux et des routes commerciales les plus lucratives. Les guerres entre clans étaient constantes. Un jour, ils pouvaient être alliés, le lendemain, ennemis mortels. Les mariages politiques étaient un moyen courant de sceller des pactes, mais la trahison était toujours présente. Il n'y avait pas de gouvernement central. Il n'y avait pas de loi commune. Seule la loi du plus fort régnait. Au milieu de ce chaos, les conditions de vie étaient difficiles. Les familles nomades se déplaçaient constamment pour éviter les conflits. Les enfants grandissaient en sachant qu'ils pouvaient tout perdre du jour au lendemain. Les femmes gardèrent les troupeaux et le campement tandis que les hommes partaient à la guerre. La violence ne faisait pas exception. Elle faisait partie intégrante de la routine. Malgré le chaos, cette époque fut aussi une sorte de creuset. Une période d'épreuve, d'apprentissage, où les peuples de la steppe forgèrent leur caractère. Les tensions, bien que destructrices, révélèrent aussi le besoin de quelque chose de plus grand. Un leadership fort, une véritable unification qui mettrait fin au cycle interminable de la vengeance et du carnage. Et c'est dans cet environnement sauvage, imprévisible et dangereux, qu'un enfant au destin différent naquit. Un enfant qui allait non seulement subir les conséquences de cette division en première ligne, mais aussi être celui qui y mettrait fin. Ce garçon s'appelait Temujin, et à partir de là, son histoire allait changer non seulement la Mongolie, mais le monde entier. 4. La naissance de Temujin.
La légende commence. Par une froide nuit de 1162, près de la rivière Onon, au cœur de la steppe mongole, naquit un garçon qui allait marquer l'histoire de l'humanité. Il s'appelait Temujin, du nom d'un chef ennemi capturé par son père. Personne à l'époque n'aurait pu imaginer que ce bébé, enveloppé dans des peaux de bêtes pour se protéger du vent mordant, deviendrait le chef le plus puissant que la steppe ait jamais connu. Temujin naquit au sein de la tribu Borjigin, l'une des nombreuses tribus mongoles, et était le fils de Yesugei, un chef respecté mais empêtré dans un monde d'alliances fragiles et de conflits constants. Dès son plus jeune âge, sa vie fut marquée par les conflits. À l'âge de 9 ans, Temujin fut promis en mariage à une jeune fille nommée Borté, de la tribu Kongirad, dans le cadre d'une alliance tribale. Mais ce qui devait être une étape vers le pouvoir se transforma rapidement en tragédie. Peu après, son père fut empoisonné par les Tartares, ennemis ancestraux de son peuple. Avec la mort de Yesugei, la vie de Temujin et de sa famille bascula du tout au tout. La tribu qui les suivait autrefois les abandonna. Sa mère, Olun, se retrouva seule avec plusieurs enfants et sans protection. Rejetés, expulsés de leur clan, ils furent contraints de survivre en exil, se nourrissant de racines, de poissons et de tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ce fut une enfance sans privilèges, marquée par la faim, le froid et l'humiliation. Mais c'est précisément dans cette souffrance que le caractère de Temujin s'est forgé. Dès son plus jeune âge, il apprit la méfiance, l'observation et la ruse. Une histoire raconte que, jeune encore, il tua son demi-frère Bekter pour protéger sa position au sein de la famille. Il ne le fit pas par cruauté, mais par instinct de survie. Dans la steppe, la faiblesse était une condamnation à mort. En grandissant, Temujin commença à chercher des alliés parmi les tribus voisines. Il renoua avec les vieux amis de son père, comme Togrul, le Khan des Kérét, et se lia d'amitié avec un autre jeune chef ambitieux, Jamukha. Mais même ses amitiés, comme nous le verrons plus loin, se retournèrent contre lui. Temujin n'avait ni château, ni armées officielles, ni lignée glorieuse. Il possédait quelque chose de plus puissant, une vision. Il rêvait d'une Mongolie unie, sans guerres intestines, où le pouvoir dépendrait non seulement de la lignée, mais aussi du mérite et de la loyauté. C'était une idée révolutionnaire dans un monde régi par d'anciennes traditions tribales. Peu à peu, il gagna des partisans, non pas par de vaines promesses, mais par la justice, la discipline et une éthique féroce de récompense et de punition. Les hommes qui le suivaient savaient que sous la conduite de Temujin, il pouvait s'élever, même s'il n'était pas noble. Son armée n'était pas la plus nombreuse, mais elle était la plus loyale. Et ainsi, des profondeurs de l'oubli, de la marginalisation et de la misère, un leader surgit avec une ambition qui allait changer l'histoire. Ce garçon abandonné, persécuté, survivant de la faim et de la trahison, allait commencer son ascension. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment Temujin se transforme en Gengis Khan et comment il réalise l'impensable, unifier toutes les tribus mongoles sous une seule bannière. Un instant, avant de continuer avec cette histoire fascinante, j'ai une question rapide pour vous. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Découvrez-le dès maintenant. Un simple clic suffit, mais ça fait toute la différence. Et si vous trouvez cette histoire aussi incroyable que moi, partagez-la avec quelqu'un, un ami, un membre de votre famille ou sur vos réseaux sociaux. Avec ce petit geste, vous aidez davantage de personnes à découvrir l'histoire mongole et à apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Continuons, le meilleur reste à venir. 5. Gengis Khan, l'unification des tribus mongoles. Après des années de famine, d'exil et de guerres mineures, Temujin n'était plus un jeune inconnu. Peu à peu, sa réputation grandit parmi les tribus des steppes. Son aptitude à forger des alliances, sa ruse sur le champ de bataille et surtout, sa justice impitoyable lui attirait des centaines d'adeptes. Mais unifier la Mongolie ne fut pas une mince affaire. C'était comme tenter de dompter une tempête. La steppe était peuplée de chefs animés de leurs propres ambitions.
Parmi eux, son ancien ami d'enfance, Jamouka, devint son plus féroce rival. Jamouka représentait l'ancien ordre tribal, où la lignée déterminait le pouvoir. Temujin, quant à lui, promouvait une idée nouvelle. La loyauté, le mérite et la discipline étaient plus importants que le sang. Ce fut un choc de vision, et, comme prévu, la guerre éclata. En 1187, les deux armées s'affrontèrent lors de l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire mongole. Temujin fut vaincu et capturé par Jamouka. Nombre de ses partisans furent brutalement exécutés. Plus de 70 d'entre eux auraient eu la tête tranchée. Mais Temujin réussit à s'échapper. Il ne se rendit pas. Au cours des années suivantes, il réorganisa son armée, peaufina sa stratégie et renforça son autorité. Il récompensa généreusement les fidèles et punit impitoyablement les traîtres. Il introduisit un système militaire innovant. Il divisa son armée en unités de 10, 100, 10 000 et 10 000 hommes, le commandant étant directement responsable de son groupe. Cette organisation lui conférait un avantage tactique décisif. Son armée pouvait se déplacer rapidement, attaquer comme une vague et disparaître avant que l'ennemi ne puisse se réorganiser. Il a également consolidé un système de loyauté absolue. Un exemple célèbre, il a sauvé un jeune archer nommé Gelm, qui est devenu son garde du corps et a combattu à ses côtés jusqu'au bout. Ces liens, plus forts que le sang, ont constitué le fondement de son empire. En 1201, les ennemis de Temujin tentèrent de nommer un autre chef suprême, le Gur Khan. C'était le signal définitif qu'une guerre ouverte était inévitable. Et cette fois, Temujin était prêt. En 1204, il écrasa les forces de Jamouka à la bataille de Lonon. Bien qu'il ait capturé son vieil ami, il ne l'exécuta pas immédiatement. Il le respectait, et Jamouka, conscient de sa défaite, demanda à mourir avec honneur. Temujin exauça son vœu. Puis vint le moment qui allait changer l'histoire. En 1206, les tribus mongoles, Naïman, Kéraïtes, Merkites, Tatars et autres clans mineurs se réunirent en une grande assemblée appelée Kurultai, sur les rives de l'Onon. C'est là que Temujin fut proclamé Genghis Khan, ce qui signifie souverain universel. Ce jour-là, non seulement un nouveau titre est né, mais une nation est née. Pour la première fois dans l'histoire, toutes les tribus de Mongolie étaient réunies sous un commandement unique. L'ère des guerres intestines était révolue. Désormais, le regard de Genghis Khan portait au-delà des steppes, car son ambition ne se limitait pas à l'unité. Il voulait conquérir le monde. Et dans le prochain chapitre, nous verrons comment ce leader impitoyable commence l'expansion de son empire, l'emmenant des frontières de la Chine jusqu'aux confins de l'Europe. 6. L'empire mongol. L'extension Lightning. Une fois Genghis Khan proclamé souverain universel en 1206, son ambition était sans limite. La steppe mongole lui appartenait déjà. Son regard se tourna alors vers l'horizon. Son idée était simple mais puissante. Si son peuple ne pouvait vivre en paix à l'intérieur de ses frontières, il conquérirait les terres où abondaient ressources, richesses et gloire. Genghis Khan commença à l'est, attaquant son vieil ennemi, le royaume des Xia occidentaux, un puissant État qui dominait une partie de la Chine. Au lieu de se précipiter dans la bataille, il étudia ses forteresses, espionna ses routes et apprit ses coutumes. Il fit preuve de patience. Lorsqu'il attaqua enfin, il le fit avec une précision brutale. Les Xia occidentaux tombèrent peu après. Mais ce n'était qu'un début. Leur véritable cible était plus vaste. L'empire Jin, qui dominait le nord de la Chine et possédait l'une des cités les plus impressionnantes de l'époque. Zhongdu, aujourd'hui Pékin. En 1211, Genghis Khan lança une campagne dévastatrice contre les Jin. Leurs armées étaient telles des tempêtes de poussière, rapides, imprévisibles et meurtrières. Ce n'étaient pas seulement leurs effectifs qui stupéfiaient, mais aussi leur discipline, leur mobilité et leur stratégie. Ils utilisaient des techniques de fausse retraite pour piéger l'ennemi, sabotaient des approvisionnements et utilisaient la vitesse comme arme la plus redoutable.
Parallèlement, il se tourna vers l'ouest. En bleu 118, un incident commercial avec l'Empire khwarezmien, région d'Iran, d'Ouzbékistan et du Turkménistan, devint le prétexte idéal pour l'une des campagnes les plus impressionnantes de l'histoire. Le Shah khwarezmien exécuta des marchands mongols et détruisit une caravane envoyée par Gengis Khan. La réponse fut brutale. En moins de 5 ans, l'Empire khwarezmien fut complètement anéanti. Des villes entières furent rasées, des populations entières déportées ou éliminées. C'était un avertissement au monde. Il ne faut pas prendre Gengis Khan à la légère. Cette expansion semblait inéluctable. De la Corée à la mer Caspienne, les troupes mongoles progressaient. Et elles le faisaient grâce à un système sophistiqué de messagerie hypomobile, le YAM, qui leur permettait de communiquer ordres et rapports à une vitesse sans précédent. On dit qu'un message pouvait parcourir plus de 400 km en une seule journée. Mais tout n'était pas que violence. Gengis Khan comprenait aussi la valeur du commerce, de la diplomatie et de la tolérance religieuse. Il protégeait les marchands, les artisans et les intellectuels. Il autorisait les musulmans, les bouddhistes et les chrétiens à coexister sous son autorité, à condition qu'ils respectent son pouvoir. Il favorisa les échanges culturels et la circulation des idées entre l'Orient et l'Occident. Les routes de la soie connurent un nouvel âge d'or sous son règne. En bleu 127, lorsque Gengis Khan mourut, toujours en campagne contre les rebelles des Xias occidentaux, il avait créé le plus grand empire terrestre de l'histoire, s'étendant de la mer Jaune jusqu'aux portes de l'Europe de l'Est. Mais sa mort ne serait pas la fin. Au contraire, ses héritiers poursuivront l'expansion, portant le nom de Mongolie encore plus loin. Et dans le prochain chapitre, nous apprendrons comment cet empire gigantesque était organisé, comment il était gouverné à distance et quelles lois et structures ont permis au règne mongol de durer si longtemps et de fonctionner avec une efficacité surprenante. 7. L'administration d'un empire colossal. À sa mort en 1227, Gengis Khan laissa au monde un héritage sans précédent. Un empire s'étendant de la mer Jaune, en Asie de l'Est, à la mer Caspienne, en Asie de l'Ouest. Si vaste que le soleil ne se couchait jamais sur son territoire, il était impossible de le gouverner. Mais comment gouverner un empire aussi vaste à une époque où le téléphone, les trains et Internet étaient absents? La clé résidait dans l'organisation. Bien que Gengis Khan fût un guerrier féroce, il était aussi un brillant administrateur. L'un de ses héritages les plus importants fut l'instauration d'un ensemble de lois connues sous le nom de Yassa. Il ne s'agissait pas d'une constitution écrite telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais d'un code oral transmis aux généraux et chefs mongols. Il comportait des règles strictes sur le vol, la trahison, la loyauté, la conduite au combat et le respect entre les peuples assujettis. La justice était rapide et souvent brutale, mais elle était aussi égalitaire. Riche ou pauvre, chacun était soumis à la même loi. Cela créait un sentiment d'ordre dans un monde jusque-là plongé dans une anarchie tribale pure. Pour maintenir le contrôle de l'Empire, un impressionnant réseau de communication fut établi. Le YAM, un système de bureaux de poste répartis sur des milliers de kilomètres. Les messagers à cheval, surnommés les anges du Khan, pouvaient parcourir de vastes distances en très peu de temps. À chaque poste, on trouvait des chevaux frais, de la nourriture et un endroit où se reposer. C'était une véritable autoroute de l'information, des siècles avant l'apparition du télégraphe. L'administration reposait également sur une division territoriale. L'empire fut divisé entre les fils et petits-fils de Gengis Khan, formant ce que l'on appellera désormais les Ulus, régions ou secteurs de l'empire. Chaque Ulus était dirigé par un descendant direct, mais tous reconnaissaient la suprématie du Grand Khan, qui demeurait la figure centrale de la capitale impériale. Quant au commerce, les Mongols savaient qu'ils ne pourraient pas bâtir un empire durable avec les seules épées. Ils protégèrent donc les marchands, créèrent des passeports spéciaux, paisas, pour assurer leur sécurité et facilitèrent le commerce entre l'Orient et l'Occident.
La route de la soie, autrefois dangereuse et limitée, prospéra sous la domination mongole. Des marchandises comme la soie, les épices, les pierres précieuses et le savoir scientifique commencèrent à circuler librement. Un autre aspect frappant était leur tolérance religieuse. Contrairement à de nombreux empires de leur époque, les Mongols n'imposaient pas de foi officielle. Gengis Khan croyait que tous les dieux pouvaient coexister sous son règne, à condition que les prêtres respectent son autorité. Bouddhistes, musulmans, chrétiens nestoriens, taoïstes, chamanistes et autres vivaient côte à côte dans l'empire mongol. Et la capitale? Bien que Gengis Khan n'ait jamais fondé de ville permanente, ses successeurs ont établi un lieu qui est devenu le cœur du pouvoir, Karakoram. Elle servait non seulement à gouverner, mais aussi à recevoir des émissaires de toute l'Asie, de l'Europe et du monde musulman. C'était un centre cosmopolite où langues, religions et cultures se croisaient. Ainsi, l'Empire mongol n'était pas seulement une machine de guerre, c'était aussi un système administratif étonnamment avancé, organisé et efficace. C'est grâce à cette structure qu'il a pu perdurer et se développer même après la mort de son fondateur. Et dans le chapitre suivant, nous verrons comment l'un de ses petits-fils les plus célèbres, Kublai Khan, emmène cet empire au plus profond de la Chine et fonde la grande dynastie Yuan, gouvernant des millions de personnes depuis une nouvelle capitale impériale. 8. Kublai Khan et la domination sur la Chine. Après la mort de Gengis Khan, son empire fut divisé entre ses fils, mais le rêve d'expansion se poursuivit. Les petits-fils du grand Khan héritèrent non seulement de terres, mais aussi de la responsabilité de perpétuer l'héritage de leur grand-père. Parmi eux, l'un d'eux se distingua par son immense ambition et sa vision qui allait changer le visage de l'Asie. Kubilai Khan, fils de Tolui et petit-fils direct de Gengis Khan. Kubilai n'était pas un simple guerrier. Il avait été formé aux arts chinois, comprenait la politique, la diplomatie et l'importance de l'intégration des peuples conquis. Il savait que s'il voulait gouverner la Chine, il ne suffirait pas de la vaincre militairement. Il devait la comprendre, parler sa langue, respecter ses coutumes et gagner l'obéissance de ses millions d'habitants. Au milieu du XIIIe siècle, Kubilai lança une campagne décisive contre la dynastie Song, qui dominait le sud de la Chine. Ce fut une guerre longue et complexe, mais grâce à son habileté militaire et à une armée redoutable, associant cavaliers des steppes et experts chinois en siège, il accomplit l'impensable, conquérir toute la Chine. En 1271, Kubilai Khan proclama la naissance d'une nouvelle dynastie, la dynastie Yuan, dont il devint empereur. Pour la première fois dans l'histoire chinoise, un étranger, un nomade des steppes, siégeait sur le trône du dragon. Et pour bien montrer qu'il ne s'agissait pas d'un empire comme les autres, il transféra la capitale dans une cité majestueuse qu'il baptisa Khanbalik, aujourd'hui Pékin. Kubilai régna non pas en envahisseur, mais en empereur légitime. Il maintint de nombreuses structures traditionnelles de la Chine, fit appel aux érudits et aux bureaucrates locaux et protégea les diverses religions qui coexistaient dans son empire. Bouddhisme, taoïsme, islam, christianisme et chamanisme. Il soutint également le commerce, rouvrit les routes de la soie et fit de la Chine des Yuan un centre commercial mondial. C'est sous son règne qu'arriva en Chine une figure qui allait rendre la cour mongole célèbre dans toute l'Europe, Marco Polo, le voyageur vénitien. Selon son récit, il fut émerveillé par la richesse, l'ordre et l'ampleur de l'empire de Kubilai Khan. Bien que certains doutent de tous les détails qu'il rapporta, son témoignage révéla au monde occidental l'existence d'une Asie puissante et organisée, bien différente des stéréotypes de l'époque. Mais le règne de Kubilai ne fut pas sans difficulté. Malgré ses exploits, il dut faire face à des rébellions internes, à des catastrophes naturelles et au ressentiment de nombreux Chinois qui considéraient les Mongols comme des envahisseurs barbares. De plus, ses coûteuses tentatives d'invasion du Japon, notamment en 1274 et 1281, contrariées par des typhons appelés kamikazes,
affaiblir ses forces et son économie. Pourtant, son héritage est indéniable. Kubilai Khan a transformé la Mongolie en une puissance impériale à visage chinois, ce qu'aucun autre chef nomade n'avait jamais accompli. Sous son commandement, l'empire a atteint son apogée culturel, économique et territorial. Mais tout empire connaît son apogée et son déclin. Après sa mort en 1294, des tensions internes, des crises économiques et des révoltes populaires éclatèrent. Peu à peu, la dynastie Yuan perdit le contrôle du vaste territoire conquis par Kubilai. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette splendeur commence à s'effondrer et comment les Mongols sont finalement chassés de Chine, forcés de retourner sur leur terre d'origine et de repenser leur place dans le monde. Une seconde. Si vous avez aimé cette histoire, avez-vous déjà aimé la vidéo? Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Ce ne sont que 2 petits clics qui semblent simples, mais croyez-moi, en faisant cela, vous aidez davantage de personnes à découvrir cette histoire. L'algorithme fonctionne ainsi. Si vous réagissez, ce contenu atteint d'autres curieux comme vous, qui souhaitent également apprendre et voyager dans le temps. Alors aimez, abonnez-vous. Et nous continuons, car l'histoire a encore beaucoup à raconter. Et 9. La chute de la dynastie Yuan et la fin de la gloire impériale. Après la mort de Kubilai Khan en 1294, l'empire, autrefois apparemment invincible, commença à se fissurer. Il avait été le pont entre 2 mondes, celui des nomades des steppes et celui de la civilisation chinoise antique. Mais ses successeurs manquèrent de son intelligence, de sa vision et de sa capacité à concilier ces 2 réalités. L'un des premiers problèmes fut la succession. À la mort de Kubilai, des conflits éclatèrent entre les différentes branches de la famille impériale, affaiblissant le pouvoir central. En quelques années, plusieurs empereurs Yuan se succédèrent sur le trône, beaucoup inexpérimentés, d'autres manquant de légitimité et presque tous incapables de contrôler un territoire aussi vaste et diversifié. À cela s'ajoutèrent des catastrophes naturelles majeures, crues du fleuve Jaune, sécheresse prolongée, famine. Le peuple chinois commença à souffrir de plus en plus, et l'administration mongole se révéla incapable de réagir efficacement. La pression fiscale augmenta, et la population, en particulier la paysannerie, commença à considérer les Mongols non pas comme des dirigeants, mais comme des occupants étrangers. Les tensions atteignirent leur paroxysme au XIVe siècle, lorsque des mouvements populaires et paysans commencèrent à se rebeller. Parmi eux, la révolte des turbans rouges, aux racines à la fois religieuses et sociales, qui se propagea rapidement dans le sud de la Chine. Dans ce climat chaotique, une figure décisive émergea, Zhu Yuanzhang, un paysan orphelin qui rejoignit les rebelles, accéda au commandement militaire et finit par fonder une nouvelle dynastie. En 1368, après des années de guerre civile, Zhu conquit Pékin et se proclama empereur sous le nom de Hongwu, instaurant ainsi la puissante dynastie Ming. L'une de ses premières actions fut d'expulser les Mongols de Chine et de les poursuivre jusqu'aux steppes du Nord. Pour les descendants de Gengis Khan, ce fut un coup dévastateur. Après avoir régné pendant près d'1 siècle sur l'empire le plus peuplé du monde, les Mongols perdirent leur pouvoir, leur capitale et leur statut de roi universel. Ils retournèrent en Mongolie, non pas en conquérants, mais en réfugiés fuyant leur gloire perdue. Et là, sur leur terre ancestrale, divisée et affaiblie, ils commencèrent à renouer avec leurs racines. Ils retournèrent à une vie nomade, élevant chevaux et moutons, installant leurs yourtes, tentes circulaires traditionnelles et racontant au coin du feu des histoires sur l'époque où leurs grands-parents régnaient sur le monde. Mais le monde avait déjà changé. Les routes commerciales se sont déplacées, la Chine s'est fermée aux influences étrangères et les grandes puissances se sont tournées vers de nouveaux horizons. Cependant, la flamme de la fierté mongole ne s'éteignit pas. Malgré la défaite, ils préservèrent leur culture, leur langue et leur mémoire. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment, au cours des siècles suivants, la Mongolie allait affronter de nouveaux défis sous domination étrangère, mais aussi comment la graine de la Renaissance allait rester vivante.
attendant son heure. 10. Des siècles d'isolement et de résistance. 15e, 17e siècle. Après la chute de la dynastie Yuan et le repli des Mongols dans les steppes, la Mongolie revint à ses racines, la vie nomade, le pastoralisme, la liberté du vent. Cependant, ce n'était plus la même terre. La grandeur impériale avait disparu comme un lointain écho, et la réalité à laquelle ils étaient désormais confrontés était bien plus dure. Un pays divisé, isolé et vulnérable. Du XVe au XVIIe siècle, la Mongolie se fragmenta en de multiples clans et fiefs. Les descendants de Gengis Khan, connus sous le nom de Borkigins, se considéraient encore comme nobles, mais étaient désormais plus préoccupés par leurs conflits internes que par leurs rêves de conquête. La Mongolie occidentale, la Mongolie centrale et la Mongolie orientale formaient des territoires distincts, chacun avec ses propres dirigeants, coutumes et conflits. Les affrontements entre ces factions étaient fréquents. Les alliances étaient fragiles et des conflits éclataient pour les ressources, les pâturages ou simplement le droit de diriger. L'idée d'une Mongolie unifiée s'éloignait de plus en plus. Même dans les légendes, Gengis Khan commençait à ressembler davantage à un personnage mythologique qu'à un véritable ancêtre. Pendant ce temps, les grands empires voisins observaient. Au sud, la puissante dynastie chinoise des Ming maintenait un contrôle strict sur ses frontières et cherchait à empêcher toute nouvelle expansion mongole. À l'ouest, les Mandchous commençaient à s'étendre, formant finalement leur propre empire, les Qing. Ces peuples avaient compris une chose essentielle, une Mongolie divisée était une Mongolie faible. Malgré le déclin, l'esprit mongol ne s'éteignit pas. La culture demeura vivante dans les camps nomades, chants épiques, récits oraux, enseignements du tangrisme, puis du bouddhisme tibétain, qui commença à se répandre largement parmi les tribus. De nombreux nobles mongols embrassèrent cette nouvelle foi, y cherchant un guide spirituel capable de donner un sens à un monde en ruine. À cette époque, un phénomène étrange se produisit. Tandis que le monde moderne progressait grâce aux découvertes, au commerce maritime et aux grandes révolutions, la Mongolie restait figée dans le temps. Les mêmes coutumes, les mêmes vêtements, le même mode de vie, comme si l'horloge s'était arrêtée après la chute de l'Empire. Mais cet isolement n'était pas synonyme d'oubli. Les Mongols continuaient de se souvenir fièrement de leur passé impérial. Dans chaque histoire racontée par leurs grands-parents au coin du feu, dans chaque enfant apprenant à monter à cheval à 3 ans, vivait le souvenir de Gengis Khan. Et aussi l'espoir qu'un jour la Mongolie renaîtrait. Cet espoir allait commencer à prendre forme au siècle suivant, lorsqu'une nouvelle force étrangère mais puissante allait commencer à étendre sa domination sur la région, l'empire Manchu Qing, ce qui allait apporter avec lui un nouveau défi à l'identité mongole. Et c'est précisément là que se situera notre prochaine histoire. 11. La domination chinoise et le contrôle des Qing. Au XVIIe siècle, alors que les tribus mongoles restaient divisées et affaiblies, une nouvelle force émergea en Asie du Nord-Est, les Mandchous. Ce peuple rusé, bien organisé et guerrier prit Pékin en 1644 et fonda la puissante dynastie Qing, qui régna sur la Chine pendant plus de 2 siècles. Les empereurs Qing, comme les dynasties Han et Ming avant eux, savaient pertinemment que le contrôle des steppes mongoles était stratégique, non seulement en raison de leur proximité avec la Chine, mais aussi en raison de ce qu'elle représentait, un territoire peuplé de fiers peuples nomades, dont l'histoire de conquête suscitait encore la crainte. Ainsi, plutôt que de combattre les Mongols de front, les Qing utilisèrent une stratégie plus subtile et plus efficace. Diviser, séduire et absorber. De nombreux princes et chefs tribaux mongols, lassés des conflits internes incessants, virent dans les Qing une chance de stabilité. En échange de reconnaissance et de privilèges, ils acceptèrent de se soumettre à l'empereur mandchou. Ainsi, la Haute-Mongolie fut officiellement incorporée à l'empire Qing au XVIIe siècle. Les chefs mongols conservèrent leurs titres, mais leur pouvoir réel fut réduit. De seigneurs de la steppe, ils passèrent au rang de vassaux du trône chinois.
Pour les Qing, maintenir le contrôle spirituel et culturel était vital. C'est pourquoi ils promouvèrent le bouddhisme tibétain comme religion dominante parmi les Mongols, ce qui constituait également un moyen de contrôle social. Des temples furent construits, des moines financés et une foi prônant la paix, l'obéissance et le karma fut promu dans un pays autrefois réputé pour ses cavaliers indomptables. De plus, l'Empire Qing imposa une série de restrictions économiques et militaires. Les Mongols ne pouvaient plus lever de grandes armées sans autorisation impériale. Ils ne pouvaient plus commercer librement ni étendre leur territoire. C'était une façon de les maintenir dociles, isolés et dépendants. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, l'identité nationale mongole s'est progressivement diluée. La noblesse est devenue une classe privilégiée mais subordonnée. Le peuple a continué à vivre en nomade, mais sous le contrôle indirect des autorités et des lois imposées par Pékin. Même la langue et les coutumes ont commencé à être influencées par les cultures chinoises et tibétaines. Et pourtant, la résistance ne disparut jamais complètement. Dans les chants populaires, les légendes transmises de génération en génération et surtout dans les souvenirs des anciens, la fierté d'avoir été le peuple de Gengis Khan subsistait. Nombre de Mongols s'indignèrent de cette soumission forcée et rêvèrent en silence de retrouver leur liberté. À la fin du XIXe siècle, alors que l'Empire Qing commençait à s'affaiblir face aux puissances occidentales et aux tensions internes, ce rêve devint réalité. Un vent nouveau soufflait en Asie et la Mongolie, comme par les siècles passés, était prête à saisir cette opportunité. Et nous arrivons donc au chapitre suivant où nous verrons comment la chute de l'Empire Qing ouvre la voie à la renaissance de la Mongolie, cette fois en tant qu'État moderne et indépendant. 12. Le XXe siècle et la lutte pour l'indépendance. Au début du XXe siècle, l'Empire Qing, qui avait dominé la Mongolie pendant des siècles, était déjà en ruine. Les guerres avec les puissances étrangères, la corruption interne et le mécontentement populaire l'avaient gravement affaibli. En 1911, après une série de rébellions, l'Empire s'effondra définitivement et la République de Chine fut proclamée. Pour de nombreux peuples soumis aux Mandchous, ce fut une opportunité historique, et la Mongolie ne fit pas exception. Inspirés par la chute de l'Ancien Régime et déterminés à retrouver leur dignité, les dirigeants mongols, en particulier ceux de la Mongolie extérieure, la région centrale du pays, ont déclaré leur indépendance en 1911. Dans un geste symbolique et profondément spirituel, ils ont restauré le leadership du Bogd Khan, le plus haut dirigeant bouddhiste de Mongolie, qui a été proclamé chef du nouvel État théocratique mongol. Cependant, l'indépendance ne serait ni facile ni immédiate. Bien que les Mongols aient franchi le pas, la Chine n'était pas prête à perdre ce territoire si facilement et des puissances étrangères, comme la Russie et le Japon, avaient également leurs propres intérêts dans la région. Au cours des années suivantes, la Mongolie fut prise au piège d'un réseau complexe de conflits. La situation devint encore plus instable lorsque la révolution russe éclata en 1917, avec l'effondrement de l'empire tsariste et la prise de pouvoir des bolcheviks. Les Russes cessèrent de protéger la Mongolie comme ils le faisaient auparavant. Profitant de ce vide, les troupes chinoises réoccupèrent Oulan-Bator en 1919, tentant de réintégrer le territoire à la République chinoise naissante. Mais l'histoire nous réserve un autre rebondissement. En 1921, un nouvel acteur entra en scène, l'armée rouge soviétique. Avec le soutien des révolutionnaires mongols, les soviétiques expulsèrent les forces chinoises et anti-bolcheviques qui avaient pris la capitale, notamment les troupes du célèbre baron russe Roman von Ungern-Sternberg, un mystique monarchiste qui rêvait de restaurer l'empire tsariste depuis la Mongolie. L'intervention soviétique fut décisive. La même année, la Mongolie fut libérée. Et bien que le Bogd Khan resta une figure protocolaire pendant quelques années, le pouvoir réel passa aux mains des communistes mongols, soutenus par Moscou. En 1924, après la mort du Bogd Khan,
la monarchie fut abolie et la République populaire de Mongolie fut officiellement proclamée, devenant ainsi le deuxième pays socialiste au monde après l'Union soviétique. Ainsi s'achève un cycle millénaire. La Mongolie, terre des passagers clandestins, des empereurs universels, des lamas bouddhistes et des clans nomades, entre dans le XXe siècle, main dans la main avec le communisme. Mais ce nouveau système allait entraîner une transformation radicale, politique, économique, culturelle et spirituelle. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment la Mongolie socialiste s'est construite sous l'ombre de Moscou et comment ce nouvel ordre a façonné le destin de générations entières. Un instant, si cette histoire vous captive, ne partez pas sans partager cette vidéo avec quelqu'un, un ami, un membre de votre famille ou une personne sur vos réseaux sociaux. À vous de jouer. Avec ce simple geste, vous contribuez à faire connaître cette histoire incroyable à davantage de personnes. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification, car ici nous continuons à raconter des histoires qui méritent d'être mémorisées. Prêts? Alors, poursuivons notre voyage. 13. La République populaire de Mongolie, un État soviétique. C'était en 1924. Le Bogd de Khan était mort. La monarchie théocratique qui avait guidé la Mongolie pendant des siècles disparaissait, laissant place à une toute nouvelle forme de gouvernement, la République populaire de Mongolie. Directement inspirée du modèle bolchevique russe, elle devint le deuxième État communiste au monde, après l'Union soviétique. Dès lors, Moscou devint le grand frère idéologique, politique et militaire de la Mongolie. Le nouveau régime, dirigé par le Parti du peuple mongol, promettait de transformer le pays, mettre fin au féodalisme, moderniser l'économie et instaurer l'éducation et l'égalité dans tous les recoins de la steppe. Mais ces progrès, comme dans tant d'autres régions du monde communiste, s'accompagnèrent d'une mainmise lourde, de répression et d'un contrôle absolu. En peu de temps, les partis d'opposition furent interdits. Le gouvernement centralisa toutes les décisions. Les terres furent collectivisées, les déplacements nomades limités et une économie planifiée promue. Paysans et bergers, qui avaient vécu en liberté pendant des siècles, furent désormais organisés en coopératives d'État, supervisées par des bureaucrates formés en URSS. L'un des coups les plus durs fut porté à la religion. La Mongolie, profondément bouddhiste, connut une véritable purge religieuse dans les années 1930, notamment sous la direction de Khorlogin Choibalsan, le dictateur communiste surnommé le Staline mongol. Avec le soutien des conseillers soviétiques, des milliers de moines furent arrêtés, exilés ou exécutés, et des centaines de temples bouddhistes furent détruits ou transformés en entrepôts et en bureaux. La terreur se répandit à tous les niveaux. Intellectuels, aristocrates, chefs traditionnels. Quiconque représentait l'ordre ancien ou remettait en question le nouveau était considéré comme un ennemi du peuple. La police secrète surveillait, interrogeait et éliminait les éléments dangereux. La peur s'installa dans le quotidien. Cependant, des progrès notables furent également réalisés. Des écoles publiques furent créées dans tout le pays. L'analphabétisme fut considérablement réduit et des hôpitaux, des usines, des routes et des voies ferrées furent construits. Oulan-Bator, la capitale, se transforma en une ville moderne de style soviétique, avec de larges avenues, des monuments au prolétariat et des portraits géants de Lénine et de Staline. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Mongolie fut un allié fidèle de l'URSS. Bien qu'elle ne participât pas directement à la plupart des combats, elle leur fournit des ressources, des chevaux, de la nourriture et un soutien logistique. En 1945, elle déclara la guerre au Japon et collabora à la campagne de Mandchourie, consolidant ainsi sa position d'État satellite de Moscou. Au cours des années suivantes, la Mongolie connut une stabilité forcée, où tout semblait fonctionner, tant que le parti n'était pas remis en question. L'économie continuait de reposer sur l'élevage, mais elle était contrôlée d'en haut. La population, bien qu'éduquée et vaccinée, vivait sous une surveillance constante, privée de liberté politique
et de liberté d'expression. Et pourtant, même dans cet environnement fermé, l'identité mongole a survécu. La langue, la culture, les valeurs familiales et le souvenir de Gengis Khan, bien qu'officiellement passés sous silence pendant des décennies, sont restés vivants dans les foyers, les chants populaires et la mémoire d'un peuple qui n'a jamais cessé d'être nomade par cœur. Mais comme nous le verrons dans le chapitre suivant, même le communisme ne dure pas éternellement. Avec l'arrivée du vent de changement venu de Moscou dans les années 1980, le système allait commencer à vaciller et la Mongolie allait se réinventer une fois de plus, cette fois en démocratie. 14. La fin du communisme et la nouvelle Mongolie, 1990. À la fin des années 1980, le système communiste qui avait dominé la Mongolie pendant plus de 6 décennies commença à s'effriter. L'Union soviétique, grand protecteur et protecteur idéologique du pays, entrait dans une crise profonde. Les réformes de Mikhaïl Gorbatchev, connues sous le nom de Glasnost, ouverture, et de Perestroïka, restructuration, ouvrirent la voie à la critique, au débat public et à l'effondrement du bloc soviétique. En Mongolie, les échos de cette transformation se sont rapidement fait entendre. Pour la première fois depuis des décennies, la population a commencé à s'exprimer, exigeant des réformes et remettant en question le pouvoir du système à parti unique. Jeunes, étudiants et professionnels urbains sont descendus dans les rues d'Oulan-Bator. Ils réclamaient des élections libres, une presse libre, un système multipartite et surtout le droit d'imaginer un avenir différent de celui qui leur était imposé. Le régime communiste, surpris par la rapidité du mouvement et affaibli par la crise économique, n'a pas eu recours à la répression violente, comme cela avait été le cas dans d'autres pays. Au lieu de cela, le Parti du peuple mongol a accepté de négocier une transition pacifique. Et c'est ainsi qu'en 1990, l'impensable se produisit. La Mongolie organisa ses premières élections multipartites, inaugurant une nouvelle ère de son histoire. La République populaire disparut en tant que structure politique et une nouvelle nation démocratique naquit, la République de Mongolie. Ce changement ne fut pas seulement politique, ce fut un véritable séisme culturel et économique. Le système centralisé et planifié s'effondra presque du jour au lendemain. Les entreprises d'État furent privatisées, les subventions soviétiques supprimées et le pays entra dans l'économie de marché avec tous les défis que cela impliquait. Chômage, inflation, pauvreté, mais aussi liberté et espoir. Au cours des années suivantes, la Mongolie embrassa la démocratie avec conviction. Une nouvelle constitution fut adoptée en 1992, garantissant la liberté religieuse, autorisant le libre marché et promouvant les droits individuels. La figure de Gengis Khan, quasiment effacée des livres d'histoire sous le communisme, réapparut comme symbole national. Monuments, billets de banque, statues et musées rendirent à nouveau hommage aux grands conquérants. Ce ne fut pas un processus facile. Les années 1990 furent marquées par de nombreuses difficultés. Crise économique, migrations internes et changements brutaux. Mais ce fut aussi une période d'apprentissage. La Mongolie commença à se redécouvrir, à se connecter au monde moderne sans abandonner ses racines. Les gers, habitations traditionnelles circulaires, ont réintégré le paysage, non pas comme symbole du passé, mais comme élément vivant d'une identité qui a résisté à l'épreuve du temps. La vie nomade s'est poursuivie, tandis qu'une nouvelle classe moyenne urbaine émergeait dans les villes connectées à Internet, à l'éducation internationale et à de nouvelles opportunités. Ainsi, une nation qui avait été un empire, une colonie, une théocratie, un satellite soviétique et un État communiste est entrée dans le XXIe siècle avec un nouveau visage, celui d'une démocratie jeune et imparfaite, mais déterminée à écrire son propre destin. Et dans le dernier chapitre, nous examinerons la Mongolie d'aujourd'hui, un pays où le passé glorieux, les traditions anciennes et les défis du monde moderne coexistent. 15. La Mongolie aujourd'hui, entre tradition et modernité. La Mongolie du XXIe siècle est un pays de contrastes.
À première vue, c'est une république démocratique avec des élections libres, Internet, des universités, des centres commerciaux, des voitures et des smartphones. Mais en y regardant de plus près, on aperçoit aussi des caravanes de chameaux traversant le désert de Gobi, des bergers nomades à cheval et des familles vivant dans des yourtes, les mêmes habitations circulaires que celles utilisées à l'époque de Gengis Khan. Depuis la transition démocratique des années 1990, la Mongolie a réussi à maintenir un système politique pluraliste, stable et étonnamment pacifique, surtout comparé à d'autres anciennes républiques communistes. Aujourd'hui, elle dispose d'une constitution moderne, de pouvoirs séparés, d'une presse libre, malgré ses difficultés, et d'une population qui a appris à vivre avec la critique, le débat et les élections. Oulan-Bator, la capitale, est le meilleur exemple de cette dualité. Gratte-ciel cohabite avec des temples bouddhistes, cafés branchés avec des marchés artisanaux, jeunes programmeurs avec des moines en robe orange. La ville a connu une croissance rapide, parfois anarchique, mais elle reflète l'énergie d'une nation qui cherche sa place dans la mondialisation. Sur le plan économique, la Mongolie a connu un véritable boom minier. Le pays est riche en ressources naturelles telles que le cuivre, l'or, le charbon et l'uranium. D'importants investissements étrangers, notamment ceux de Chine et de Russie, ces deux grands voisins, ont afflué dans le pays, générant emplois et croissance. Mais ils ont également engendré des inégalités, des tensions sociales et des inquiétudes croissantes quant à l'impact environnemental du pays. Malgré l'urbanisation, plus de 25% de la population vit encore en nomade ou semi-nomade, gardant leurs troupeaux de chèvres, de moutons, de chameaux et de chevaux. Ce mode de vie, ancien et profondément ancré dans la terre, demeure le cœur spirituel de la Mongolie. Les célébrations traditionnelles, comme le Naadam, avec ses luttes, ses courses hippiques et ses compétitions de tir à l'arc, demeurent une expression vivante de l'identité nationale. L'histoire de Gengis Khan est à nouveau enseignée dans les écoles. Il n'est plus tabou, mais un héros national, symbole d'unité, de force et d'héritage. Son visage apparaît sur les billets de banque, les statues, les timbres et même les étiquettes de vodka. Non pas comme un conquérant cruel, mais comme le fondateur d'une nation qui, contre toute attente, a survécu à des siècles de tempêtes. Aujourd'hui, la Mongolie entretient des relations diplomatiques avec plus de 180 pays. Elle a su équilibrer ses relations avec la Chine, la Russie et des puissances comme les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Elle participe à des organisations internationales, promeut les énergies renouvelables et explore de nouvelles voies commerciales. Cependant, les défis n'ont pas disparu. La corruption, la dépendance aux exportations, le chômage des jeunes, la pollution à Oulan-Bator pendant les hivers rigoureux et la perte progressive des terres au profit des nomades sont des questions qui continuent de façonner le débat national. Et pourtant, la Mongolie est toujours là, depuis l'Antiquité. C'est un pays peu peuplé, vaste et chargé d'histoire. Un peuple qui n'a oublié ni qui il est, ni d'où il vient. Car même si le monde change, même si les siècles passent, l'esprit de la steppe survit dans chaque Mongol qui regarde l'horizon et sent le vent sur son visage, tout comme le faisaient leurs ancêtres il y a 1000 ans. L'histoire de la Mongolie nous enseigne une leçon qui va bien au-delà des frontières et des cartes. C'est l'histoire d'un peuple tombé 1000 fois et relevé 1001 fois. Peut-être avez-vous aussi senti à un moment donné que la vie vous poussait vers le bas, que d'autres prenaient des décisions à votre place, que le monde continuait d'avancer et vous laissait derrière. La Mongolie a vécu cela pendant des siècles, des invasions, des pertes, des silences. Mais il n'a jamais oublié qui il était. Il n'a jamais cessé de se battre pour sa place. Et c'est là la clé. Rappelez-vous toujours qui vous êtes, même si le monde veut vous l'enlever. Aujourd'hui, la Mongolie continue d'écrire son histoire. Et vous aussi. Parce qu'au final, nous sommes tous un peu la Mongolie, de minuscules morceaux dans un monde immense, avec la capacité de s'élever, de résister et de renaître. Et maintenant, tu me dis, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris? Avez-vous appris quelque chose de nouveau?
Laissez-moi votre commentaire ci-dessous, je veux vous lire. Lorsque vous commentez, vous aidez davantage de personnes à trouver cette vidéo, car de cette façon, le contenu est davantage partagé. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous continuons donc à voyager ensemble à travers les histoires que le monde ne doit pas oublier. On se retrouve dans la prochaine vidéo.